La théorie la plus plausible serait plutôt la démolition contrôlée. Des bombes posées par la CIA les jours précédant l'explosion. On a d'ailleurs retrouvé des restes de bombes thermites dans les décombres. Ce sont des bombes secrètes créées par les Israéliens qui permettent de faire fondre le métal. C'est la seule explication logique qui expliquerait pourquoi les piliers ont fondu. Qui pourrait être assez stupide pour croire que des tours aussi solides pourraient tomber toutes seules? Personne! Personne! Donc d'abord, petite mise au point pour les complotistes qui nous répètent souvent que après 15 ans, tout le monde sait qu'il s'agit d'une démolition contrôlée. Non, la démolition contrôlée n'est pas admise, aussi bien par les officiels que par les spécialistes, et n'a pu être étayée par aucun élément sérieux en l'espace de 15 ans. Je vous mets le lien vers un recueil d'articles scientifiques publiés dans des revues spécialisées à propos du 11 septembre. Certains n'hésitent pas à affirmer que la version officielle dit que, au cours de l'incendie, il a fait tellement chaud que les piliers d'acier ont fondu et que du coup toute la structure s'est effondrée. Évidemment ce n'est pas vrai, là encore c'est un homme de paille, la version officielle ne dit pas ça du tout. Pour comprendre comment ont pu s'effondrer les tours, il faut lire le rapport de 130 pages des ingénieurs structures de la NIST. On peut aussi se pencher au passage sur l'enquête à 100 000 $ de la FEMA, terminée en 2005 et qui parvient un peu ou prou aux mêmes conclusions que le rapport de la NIST, à part qu'il s'attarde quand même sur quelques points de détail intéressants, comme les réactions chimiques qui ont pu avoir lieu, la composition des matériaux, ou encore la destruction ou quasi-destruction des autres bâtiments du VTC, VTC 3, 4, 5, 6, 7. Alors on apprend dans ces rapports d'experts, en gros, pour vous résumer simplement, que l'impact des avions dans les tours avait affaibli la structure, bien sûr autour de la zone d'impact, et avait aussi soufflé le revêtement ignifuge des piliers et des traverses métalliques encore en place. Du coup, l'incendie dopé au kérosène a chauffé ces piliers et ces traverses, baissant ainsi leur résistance mécanique, et ils ont fini par céder sous la force de la gravité. 110 000 tonnes quand même le bébé, hein. Et bien entendu, il existe un article avec graphique qui vous montre le rapport entre l'augmentation de la température d'un métal et sa baisse de résistance, notamment l'acier. Les études du comportement de l'acier au feu montrent que des poutres initialement sollicitées à seulement 50% de leur limite élastique peuvent atteindre leur limite de rupture même si l'élévation de température est très faible, de l'ordre de 250 à 300 degrés, et même pour de faibles élancements. Par exemple, une partie de la tour Windsor de Madrid était faite sur le même procédé que le VTC. Et c'est justement cette partie-là qui s'est effondrée lors d'un simple incendie en 2005. L'autre partie de la tour Windsor, disposant d'un épais squelette en béton, ne s'est pas écroulée, mais c'est parce que c'était un mode de construction complètement différent du VTC. Et en plus on ne parle ni d'avion, ni d'incendie dopé au kérosène. Et en fait c'est même le principe d'une technique de démolition contrôlée. Ouh, démolition contrôlée! Sans explosifs. Ouh, non! Et si, mais on appelle ça le vérinage. On affaiblit la structure au milieu du bâtiment. Du coup, la partie haute tombe sur la partie basse, et le tout s'écroule en château de cartes de manière verticale, symétrique. Complètement normal. Et je le répète, sans aucun explosif. En plus, la soi-disant chute verticale et symétrique des tours jumelles n'était pas aussi symétrique que les complotistes aimeraient nous le faire croire. Effectivement, l'angle sud-est de la tour sud ayant été sévèrement endommagé par l'impact de l'avion, les contraintes gravitationnelles pesaient à 25% de plus sur le mur est, ce qui explique un effondrement avec une inclinaison à 7 degrés vers l'est et à 3 degrés vers le sud, allant même jusqu'à une rotation de 25 degrés vers l'est au cours de la chute, pour la partie de l'immeuble située au-dessus de l'impact de l'avion. Et c'est là qu'arrive l'argument massu des bombes thermites. Non, pas ces thermites-là. Quelles preuves existent sur ces fameuses nanothermites? Je vais vous le dire. Il y a actuellement 2 complotistes qui disent posséder de la poussière thermique et qui promettent des analyses. Kevin Ryan et Mark Basile. On attend depuis des années leurs analyses puisqu'ils refusent obstinément de donner le moindre microgramme de cette précieuse poussière à des labos indépendants. Pas fiables selon eux. Ils disent qu'il manque d'argent pour couvrir les frais de labo. Oh, les pauvres. Mais que fait l'association AI for Truth et Richard Gage? Il a plusieurs fois le budget pour les financer. Et pourquoi ne font-ils pas ensemble du coup, vu l'importance du sujet? Peut-être tout simplement qu'ils veulent continuer à exister, parce qu'ils n'existent qu'au travers des théories du complot. Étant donné que nous n'avons aucune trace de ces fameuses thermites, les complotistes se basent sur des photos, où l'on voit divers matériaux en fusion, et également sur les témoignages de plusieurs personnes qui ont dit avoir vu des flaques d'acier en fusion plusieurs semaines après les attentats. C'est là le fameux argument du molten steel, avec la conclusion bien sûr
cela ne peut pas être naturel. A noter que cet argument est pour moi l'argument complotiste le plus solide, le plus technique et le plus difficile à démonter sur le 11 septembre. Il est très difficile de ne pas vous sentir coincé si vous n'avez pas fait de recherche poussée sur la question. Et pourtant, paradoxalement, assez peu de complotistes vous donneront cet argument-là, préférant des arguments beaucoup plus simplistes, comme le passeport retrouvé du terroriste, ou bien des affirmations péremptoires, du style « Incendie ne peut pas faire tomber un immeuble, on n'a jamais vu ça !» Mais si vous tombez sur un mec un peu plus intelligent et un peu mieux renseigné sur le 11 septembre, comme par exemple un militant actif de Reopen 911, dans ce cas-là, il est vraiment important d'être au point sur le Molten Steel. Parce qu'ils viendront vous chercher là-dessus, parce qu'ils savent bien que c'est souvent là la faiblesse des débunkers. Alors, attardons-nous sur ce point. Ils ont raison sur un point. C'est difficilement naturel d'atteindre les 1535 degrés Celsius nécessaires à faire fondre de l'acier. En outre, qu'il reste sous forme liquide pendant plusieurs semaines est assez étonnant. D'ailleurs, est-ce vraiment possible, même avec des procédés non naturels, que de l'acier reste en fusion pendant des semaines? Je sais pas, mais à mon avis c'est là un autre débat. Mais reprenons à la base. Sur quoi se base cette histoire de Molten Steel? On l'a dit, sur des photos, sur des témoignages, et bon là c'est plus embarrassant, sur le rapport de la FEMA. Concernant les témoignages, d'abord, il y en a 3. Tully, le président d'une entreprise de démolition, avait été appelé, comme beaucoup d'autres entreprises, pour extraire tous les débris du 11 septembre après les attentats. Il avait vu, un mois après les attentats, des flaques d'acier en fusion. Il en a parlé à l'American Free Press Newspaper et il a fait venir un ami à lui, Lorieux, pour l'aider à évacuer les débris aussi. Mais en fait, l'American Free Press Newspaper disait avoir vu des flaques d'acier en fusion sur la simple base du témoignage de Tully. Et Lorieux lui-même dit, il avoue même dans un mail qu'il n'a jamais vu par lui-même de ses propres yeux ces fameuses flaques d'acier en fusion. Au final, il n'y a que Tully, un seul homme, qui dit les avoir vues. Un homme qui faisait peut-être tout simplement part de ses impressions à chaud, si j'ose dire, sur ce qu'il venait de voir, et qui étaient peut-être tout simplement d'autres matériaux en fusion, n'importe quoi d'autre. De plus, les relevés de la NASA lui donnent tort. Oh mon dieu, non, la NASA, mais alors les extraterrestres aussi sont impliqués? Non. En fait, la NASA peut relever du ciel, depuis ses satellites, la température au sol. Le 16 septembre, les relevés ont montré des hotspots, encore très chauds à ground zero, mais avec une température maximale qui était aux alentours des 1000 degrés Kelvin, c'est-à-dire 727 degrés Celsius, c'est-à-dire pas assez pour contenir de l'acier en fusion. Et le 23 septembre, de nouveaux relevés ont démontré qu'il n'y avait presque plus de points chauds à ground zero. Désolé Mr. Tully, vous avez donc été victime de vos impressions. Vous n'avez pas pu voir de l'acier en fusion un mois après les attentats. Bon, pour les témoignages, c'est fait. Ensuite, pour les photos qui montrent soi-disant de l'acier en fusion, là encore, pas trop de problèmes. On a pu établir qu'il s'agissait très probablement d'un mélange d'aluminium, de verre de fenêtre et de matériaux de bureau comme des ordinateurs qui chauffaient à plus de 1000 degrés Celsius au cours de l'incendie intensif dopé au kérosène, ont fini par fondre et couler des fenêtres. C'est ce que nous dit un spécialiste en fonte des métaux et qui a même écrit un bouquin sur le sujet, Stephen D. Chastain. Les complotistes réfutent très souvent cet argument en répliquant que l'aluminium fondu est gris et pas orange. Ce qui est de la pure mauvaise foi, parce qu'on est ici au cœur d'un incendie. On dit bien qu'il s'agit d'un mélange de plusieurs composés, de plusieurs matériaux. On n'est pas dans une fonderie avec une belle cuisson bien propre d'aluminium. Ça peut sembler évident, mais apparemment pas pour tout le monde. Et nous en venons à la source la plus embarrassante, celle du rapport de la FEMA. Ce rapport étudie dans un chapitre des bouts d'acier corrodés. Ils en viennent à la conclusion qu'il y a eu des réactions chimiques qui ont rongé ces bouts d'acier sur de larges parties. Et finalement, ils en viennent à avouer que c'est un very unusual event, un événement très inhabituel, et qu'il faudrait faire des recherches plus poussées pour comprendre d'où vient le soufre. Le conspirationniste Stephen Jones de AI4Truth, dont nous avions déjà parlé tout à l'heure, a bien évidemment sauté sur l'occasion pour dire que seuls des termites avaient pu faire ça parce que seuls des termites étaient capables de ronger, de corroder l'acier à haute température tout en laissant des traces de soufre. Mais bizarrement, le Dr Jones... non, pas ce Dr Jones là. Voilà, le Dr Jones est moins prompt, bizarrement, à reprendre les paroles du rapport de la FEMA quand il parle des températures maximales atteintes sur les métaux, c'est-à-dire des températures comprises entre 700 et 1000 degrés, et pas 2200 degrés. Et pour le soufre, me direz-vous? Eh bien, heureusement, une étude postérieure est venue compléter le rapport de la FEMA et expliquer la provenance du soufre. Merci à Monsieur Greening,
et sa publication scientifique sur la présence du soufre et des décompositions de poussière dans le VTC. Un des arguments les plus évidents pour la théorie de la démolition contrôlée, c'est que la tour est tombée à la vitesse de la chute libre, ce qui est impossible, sauf si la base a subi une démolition contrôlée. Et maintenant, je vais vous prouver que ces deux tours n'auraient pas dû s'écrouler de cette façon ce jour-là, à la façon d'un château de cartes. Regardez bien celle-ci. Il y a une résistance en dessous. Elle ne tombe pas. Tant que celle-ci, il n'y a rien. Elle tombe à la vitesse de la chute libre. C'est scientifique, c'est mathématique, ça a été prouvé. Je l'ai prouvé. Ah, le célèbre argument du free fall speed de Richard Gage. Il y a vraiment tout de mauvais dans cet argument. Déjà parce que même si c'était vrai, ça prouverait absolument pas une démolition contrôlée par explosif. Et en plus, parce que les tours du VTC ne tombent même pas à la vitesse de la chute libre. Déjà, ça se voit simplement à l'œil nu. Il suffit de regarder l'effondrement des tours pour voir que des débris tombent à côté de la structure principale plus rapidement que l'effondrement de la structure principale. Donc plus rapidement que la vitesse de chute libre. Mais bon, soit, si vous voulez une source sérieuse sur la vitesse de chute des tours jumelles, alors je vous conseille l'excellent article de Greening sur la question. A noter qu'il existe aussi à ma connaissance une autre étude sérieuse sur la question qui est l'étude de Hulme et Buehler, des ingénieurs. Ce qui montre en évidence que des bombes ont explosé, c'est que la fumée qui s'est soulevée lors de la destruction des deux tours se déplace exactement comme des coulées pyroclastiques, ce qui démontre bien que des bombes ont été employées. Bon, alors à propos des coulées dites pyroclastiques, selon Richard Gage, encore lui, les nuages de poussière engendrés par la chute des VTC 1, 2 et 7 sont des coulées pyroclastiques. En gros, des nuées ardentes. Une affirmation étrange quand on sait que le caractère pyroclastique d'une coulée implique une température très élevée, ne laissant aucune chance à toute personne qui s'y laisserait piéger. Or, le 11 septembre 2001, des milliers de New-Yorkais ont effectivement été incommodés par cette poussière, mais aucun n'a vu ces alvéoles pulmonaires carbonisées. Et d'ailleurs, une étude s'est penchée sur la composition de ces poussières et leur impact sur l'environnement à New York, et sur la santé des gens à long terme, sur 10 ans. Vous pourrez retrouver cette étude, bien sûr, comme d'habitude, dans la description. De surcroît, une consultation réalisée par des contributeurs de rue 89 a révélé qu'en fait, dans le milieu de la démolition contrôlée, personne n'utilisait le terme de coulée pyroclastique. Donc, autant dire qu'il n'y a que les conspirationnistes qui associent le mot pyroclastique à la démolition contrôlée. Next. Pas de débris d'avion et de boîtes noires dans les décombres apparemment. Simple coïncidence? On ne sait pas. La version officielle est vraiment très floue et très suspecte. On assiste là à l'incohérence des idées complotistes. Ils ne cherchent pas à établir une version alternative qui tienne la route, qui soit cohérente en elle-même. Non, tout ce qu'ils cherchent, c'est plein de petits détails insignifiants de partout qui puissent peut-être invalider la version officielle, qui puissent nous donner le doute. Donc ceux qui vont vous sortir cet argument du manque de débris ou du manque de boîtes noires au VTC ne sont même pas forcément des complotistes extrémistes qui croient carrément à la thèse des hologrammes et autres lasers. Ils savent qu'il y a eu des avions, mais ils vous disent que c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de débris et de boîtes noires. Ils cherchent à vous faire douter. Donc a priori, dans ce cas-là, cet argument relève de la pure mauvaise foi. Bon, ça c'était pour ma petite parenthèse générale, mais si on examine l'argument en lui-même, il vaut pas grand-chose non plus. Il y a eu évidemment des tas de débris retrouvés sur les toits et dans les rues alentour du VTC. Par exemple, des gilets de sauvetage ou des parties de siège de l'avion ont été retrouvés en contrebas sur les toits du Bunkers Trust ou du One Liberty Pizza. Et pour le manque de débris d'avion à l'intérieur du VTC, comment vous dire? Voici la photo d'un avion d'Air France au cours d'un crash après un simple frottement contre le sol au moment de l'atterrissage d'urgence. Et oui, la simple friction de l'appareil sur le sol a provoqué la fonte de la majeure partie de l'avion. Je pense que j'ai rien de plus à ajouter, next. Et comme par hasard, on retrouve des passeports en parfait état de terroristes les désignant comme coupables, après l'incendie, les explosions et l'effondrement. Qui peut croire encore de pareilles sornettes? Les passeports retrouvés des terroristes du 11 septembre, un argument complotiste assez classique, un argument détourné de la réalité. En fait, seul un passeport a été retrouvé, celui de Sattam al-Soukami, qui, contrairement à ce que raconte la légende complotiste, n'a pas été retrouvé au milieu des braises calcinées du World Trade Center. Il a été donné par un passant dans la rue à l'inspecteur Yuk Shin. Ce passeport a donc été éjecté lors de l'impact, il n'a jamais été au cœur de l'incendie. Et de toute façon, on se demande bien quelle aurait été l'utilité du FBI de fabriquer un faux passeport,
alors que de toute façon les terroristes étaient enregistrés à leur nom sur le vol. Et puis comme d'habitude, les complotistes font mine d'oublier que de nombreuses autres affaires de passagers ont été retrouvées dans les rues et sur les toits en contrebas, comme je l'ai déjà dit auparavant. Entre autres nombreux exemples, la carte bleue de Walid Iskandar, un passager du vol 11 d'American Airlines, ou encore la carte Miles de Lisa Ann Frost, une passagère du vol 175 d'United Airlines. Les États-Unis sont la première armée au monde, la plus sécuritaire. Et pourtant, quand il y a eu le détournement, les 4 avions n'ont pas été interceptés. Les avions de chasse disponibles ce jour-là étaient tous en exercice. Comme par hasard, aucun avion n'a décollé pour intercepter ces avions qui allaient se cracher sur les World Trade Center. Si ça, c'est pas une preuve que le gouvernement est impliqué. Déjà, il faut vraiment arrêter de confondre notre époque et l'époque de l'attentat. À cette époque-là, justement, il n'y avait pas toutes les normes de sécurité mises en place après le 11 septembre. Et de plus, les avions de chasse ont bel et bien décollé, d'après la timeline connue de tous. En fait, à 8h37, 16 minutes seulement après le détournement du premier avion, le vol 11 d'American Airlines, la sécurité aérienne était déjà notifiée qu'il y avait un détournement, et 9 minutes après seulement, les premiers avions de chasse décollaient, 2 F-15. Mais c'était beaucoup trop tard, environ au même moment que le décollage, le vol 11 s'écrasait déjà dans la tour nord. En fait, il faut se replacer dans le contexte du moment. Tous les services étaient en ébullition. On passait des appels radio sans arrêt aux F-15 et aux F-16 qui avaient été envoyés en l'air. Et puis, en plus, plusieurs avions avaient été hijackés en même temps. Et le NORAD, à ce moment-là, pensait même qu'il y avait plus d'une dizaine d'avions détournés en même temps. Pour vous dire à quel point c'était la misère, les chasseurs ont même été envoyés à un moment donné sur un avion de ligne qui n'avait même pas été détourné. Et aussi, à force de tourner en l'air et de ne pas savoir où aller ni quoi faire, certains chasseurs ont fini par manquer de carburant. Et de toute façon, en fait, ça n'aurait rien changé, parce qu'ils n'avaient pas l'autorité nécessaire à cette époque pour abattre des avions de ligne. D'ailleurs, des attentats comme ceux du 11 septembre n'avaient même pas été prévus dans les protocoles du NORAD américain. Savez-vous combien d'avions ont réellement été interceptés par des avions de chasse dans les décennies précédant le 11 septembre? Le NORAD a intercepté seul un avion civil au-dessus de l'Amérique du Nord, le jet privé du golfeur Payne Stewart en octobre 1989. En fait, les passagers et l'équipage à bord de ce jet privé étaient inconscients, du fait de la décompression de la cabine. Et du coup, le contact radio avait été perdu avec cet appareil. Mais le transpondeur était toujours là, et il continuait d'émettre jusqu'au crash. Et pourtant, même avec ce transpondeur activé, combien avait-il fallu de temps au F-16 pour atteindre l'avion ciblé? 1h22. Saviez-vous que dans les semaines précédant les attentats, d'importantes ventes d'actions en bourse de l'American Airlines a été observées? Ce n'est pas un hasard. Les élites financières Illuminati étaient sans doute au courant des attentats qui allaient se produire. Ils ont donc tout liquidé leurs actions, afin de ne pas perdre de l'argent. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'argument des délits d'initiés est facile à débunker. Effectivement, dans les volumes d'échange d'actions en bourse, il y a forcément toujours beaucoup d'activités. Donc forcément, juste avant les attentats, il y a eu de l'activité de vente et d'achat. Maintenant, ce qu'il est important de savoir, c'est si cette activité boursière était différente de d'habitude. Dans ce cas-là, il suffit de comparer le volume des échanges juste avant les attentats avec le volume des échanges dans les mois précédents, dans les périodes habituelles, pour voir s'il y avait quelque chose de différent de d'habitude. Partant de là, je vous ai donc trouvé une étude financière vous montrant l'état des volumes d'actions en bourse des compagnies aériennes et des banques touchées par le 11 septembre dans la période pré-attentat, et qui démontre bien sûr qu'il n'y a pas eu de délit d'initié. Et voilà, ça c'était du vite fait bien fait. Next. Le propriétaire des 2 tours jumelles, un juif comme par hasard, ou plutôt dire un sioniste, Larry Silverstein, a payé une assurance juste avant les attentats. Coïncidence? Je ne le crois pas. Oh bah oui, tiens, comme c'est bizarre, vous êtes le propriétaire d'un immeuble de plusieurs milliards de dollars et vous l'assurez contre tous les risques, y compris le terrorisme. Et ce alors que votre immeuble de plusieurs milliards de dollars avait déjà été touché par un attentat terroriste en 1993. C'est vrai que c'est vraiment bizarre. Ou pas en fait. Next. Tout le monde sait que l'enquête du WTC a été bâclée. Tout l'acier des tours a rapidement été fondu et vendu avant que les experts à Manhattan puissent les analyser. En gros, ils se sont débarrassés de toutes les preuves sans aucune enquête sérieuse à ce sujet, à part fait par des gratte-papiers de misère dans des bureaux administratifs. Imaginez le père de Malcolm là-dessus. C'est pour cela que je demande solennellement la réouverture du dossier afin de faire une enquête précise pour établir la vérité. Et seulement la vérité que je dis moi, celle de la démolition contrôlée. Parce que toute autre enquête qui montrerait le contraire serait forcément manipulée par le gouvernement sioniste à la botte de ces saletés d'Illuminati. Je vous le dis, méfiance. Restez éveillés. Oh, une enquête bâclée, nous disent les complotistes. Avec les multiples rapports de la NIST, de la FEMA,
de la NTSB, une commission d'enquête parlementaire, 42 équipes du FBI sur le coup. En fait, c'est juste la plus grosse enquête de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et encore là, je ne vous parle pas de toutes les publications de tous les chercheurs indépendants. Ah, et aussi l'argument de l'acier vite vendu en scred aux Chinois pour entraver l'enquête. Non. Évidemment, les autorités en charge du déblayage des débris n'ont pas gardé dans un coin des dizaines de milliers de tonnes de métaux pour en explorer chaque centimètre cube. Non, c'est vrai. Mais les parties intéressantes pour l'enquête ont été conservées et le professeur Abolhassan Astaneh de ASL a pu examiner en détail les structures en acier juste dans les semaines suivant les attentats et il a ensuite présenté son rapport devant le Congrès et il a fait des publications sur la question. Il y a même d'autres enquêtes de lui d'ailleurs et c'est maintenant en partie grâce à lui que l'on sait que les structures en tout acier comme le VTC sont très dangereuses à cause de la tendance qu'ont les métaux comme l'acier à se tordre sous la chaleur et à casser après avoir perdu en résistance mécanique. Bref, l'enquête n'a pas été bâclée du tout. Next. Beaucoup de témoins ont affirmé avoir entendu des explosions ce jour-là. Par exemple, au 7e étage et même au sous-sol. Il y a un enregistrement de pompiers qui parle d'une explosion. Ça prouve bien qu'il y a eu d'autres explosions annexes au crash ce jour-là dans les tours. L'argument des témoignages des explosions annexes ou comment travestir la parole des témoins pour leur faire dire ce qu'on veut en jouant sur les mots. Vous comprendrez avec le lien vers le site internet que je vais vous donner et qui décortique les témoignages incriminés, notamment ceux des pompiers, pour que vous saisissiez le problème. Et pour illustrer cette méthode malhonnête, je vais vous donner un exemple clair. Vous êtes dans un immeuble en flammes qui vient de se prendre un avion en pleine poire. L'incendie fait rage autour de vous. Il fait péter des transfos électriques, des armoires de maintenance, il fait chuter des ascenseurs et il provoque des embrasements généralisés éclairs et des explosions de fumée. Vous arrivez tout de même à sortir. Quel est votre témoignage à chaud devant les médias ? Oh mon Dieu, j'avais trop peur, c'était l'enfer, ça pétait de partout autour de moi, je savais plus où j'étais. Et c'est là qu'intervient la mauvaise foi des complotistes, qui travestissent votre témoignage en disant « Ah, vous voyez, il y a des témoins qui ont entendu et vu des explosions de partout autour d'eux. Cela prouve la démolition contrôlée. Oui, non, non, non. Next.